cette troisième table ronde, nous allons parler du commerce. Manosque, c'est le poumon économique de son bassin de vie, mais la ville n'échappe pas, comme beaucoup de communes, à la dévitalisation commerciale de son centre-ville au profit des zones d'activité situées en périphérie. Comment faire revenir l'activité économique en centre-ville, tant commerciale que tertiaire, ce sera donc le thème de ce troisième volet. Camille Galtier, vous avez récemment annoncé avoir réduit de moitié le taux de vacances commerciales ces 2 dernières années à Manosque, passant ainsi de 21% à seulement 10%, on va dire. Quelle solution avez-vous trouvé? Êtes-vous pleinement satisfait aujourd'hui? Quelles sont vos ambitions? Est-ce que vos objectifs ont changé? Il y a beaucoup de questions. Atteindre les 10%, c'était un objectif bien évidemment, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas se contenter, on ne peut pas pleurer sur le sort d'une ville en se disant 20%, c'est une fatalité. C'est pas vrai, il y a plein d'outils à mettre en œuvre. Ça va évidemment faire venir du monde en centre-ville, des habitants, des touristes, des consommateurs. Mais pour qu'ils puissent venir, c'est notamment aussi sur la question de la sécurité, puisqu'on n'a pas abordé cette question-là, mais il est évident que les personnes qui viennent habiter en centre-ville, elles veulent être dans une ville sûre. C'est le cas notamment avec le développement de la vidéoprotection, c'est le cas notamment aussi avec le développement et le recrutement de policiers municipaux. Je vous donne un chiffre, la police municipale à Manosque, avant notre arrivée, s'arrêtait à 19h. Et le soir et la nuit, il n'y avait que 3 policiers nationaux pour assurer la sécurisation de la ville. Ce n'est plus le cas depuis un an. Notre police municipale va jusqu'à 1h du matin et il y a 6 policiers municipaux en plus des 3 nationaux. Donc au final, on est passé de 3 policiers à 9. Ça change totalement la donne sur la ville. Après, sur le volet commercial, je le dis aussi, il ne faut pas avoir cet esprit ambivalent de dire on va mettre du pognon sur le centre-ville et dans le même temps, on laisse s'ouvrir tout et n'importe quoi dans les zones commerciales. Manosque a souffert sur son tissu commercial de centre-ville parce que sa zone économique, sa zone Saint-Joseph, a été ouverte de manière exponentielle et non maîtrisée et non régulée pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, nous, on a dit stop, c'est-à-dire que dans notre plan local d'urbanisme, c'est un outil, le plan local d'urbanisme, on a dit pendant 10 ans, il n'y aura pas d'extension urbaine sur la zone économique Saint-Joseph, commerciale. Oui, on a fléché des terrains sur la zone industrielle parce qu'on sait pertinemment que les emplois industriels ne détruisent pas des emplois économique en centre-ville notamment. Donc ça, c'est un premier choix. Dès que l'on va limiter l'expansion des zones économiques, on va favoriser le repli sur le centre-ville. Et après, évidemment, il faut avoir une offre commerciale de qualité, avoir des commerçants qui jouent le jeu. Je pense que ça va dans le bon sens. On n'est jamais pleinement satisfait de ce qui peut être fait, mais je pense que ça va dans le bon sens. Et c'est évidemment l'animation commerciale que l'on peut avoir sur un centre-ville, c'est ce que l'on fait depuis 2 ans avec de nombreuses manifestations, aussi bien l'été que l'hiver et sur les périodes creuses, pour permettre d'avoir des personnes qui viennent consommer et se balader en centre-ville. Dès qu'ils se baladent, en général, ils consomment. Donc ça, c'est une vraie politique publique d'aménagement du territoire. J'imagine que vous avez entendu parler de ce qui s'est fait à Toulon. Monsieur Seban, vous êtes le directeur général du groupe Seban, installé à Aix-en-Provence, et vous êtes spécialisé dans l'intervention sur des surfaces commerciales en cœur de ville. À Toulon, vous avez travaillé dans le centre ancien, sur le périmètre de la rue des Arts. Alors, est-ce qu'on est dans la même situation qu'à Manosque? Quels étaient les enjeux commerciaux? Comment vous êtes intervenu? Oui, je vous remercie. Bonjour, monsieur le maire. Notre intervention, elle ne peut arriver qu'à partir du moment où la ville, monsieur le maire, je vais parler en général, a une vision. Et comme vous l'avez dit, il faut que la sécurité soit assurée, que la propreté soit assurée, que les parkings soient suffisants. Nous, on ne peut intervenir que quand tout ça est bien fléché, pour reprendre vos termes, quand tout ce travail en amont est fait. Après, c'est une situation un peu atypique qu'on a sur Toulon. On a une structure qui s'appelle Equersemar Développement, avec un capital qui est, je crois, assez rare et peut-être unique dans les développements. Avec M. Roux, la société, c'est 51% groupe Seban, mon groupe, 45% la Banque des Territoires et 4% restant VAR Aménagement Développement, la ville. Et par contre, nous répondons, je l'insiste, aux ambitions et à l'idée de Monsieur le maire de Toulon. C'est-à-dire qu'on est là, alors oui, c'est une structure à capitaux majoritaires privés, mais pour autant, on a une vraie volonté de suivre la volonté de Monsieur le maire. La rue des Arts, ça a été grâce à l'intervention de Monsieur Bazin qui m'a fait arriver dans cette société à 3 ans. Ça a été au début Monsieur Michaelian qui a créé une place qui s'appelle la place de l'Équerre, après la rue des Arts. Et là maintenant, et je vais vous dire comment on y arrive,
on crée la rue d'Astour. C'est tout un développement nord-sud de la ville par rapport à ce qui était fait en ouest-est. Et cette vision a été d'acquérir donc une grosse maîtrise foncière. Donc là, on avait déjà acheté plus de 20 commerces. En l'espace d'1 an et demi, on en est à 40-42 commerces. Donc, de façon un peu discrète, on a essayé d'acheter la propriété foncière, mais pas que ça. C'est-à-dire que si on s'attachait uniquement à être propriétaire, on ne pourrait pas faire venir dans un temps rapide les enseignes. On reprend tout ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire les fondamentaux, juste après la maîtrise foncière. Et la spécificité, encore une fois, de notre structure, c'est que mon groupe, le groupe Seban, a pris en exploitation. La volonté de monsieur le maire était de développer du jouet dans sa ville. Il y a beaucoup de maires qui le veulent, sauf qu'on n'a trouvé aucun franchisé pour le faire. Pour autant, ensemble, Alexis, tous ensemble, on y croyait. On y croyait pourquoi? Parce que la ville, le centre-ville, est vraiment le futur, avec un post-Covid, une envie de se réapproprier la ville. Donc ce qu'on a fait, nous, groupe Seban, c'est qu'on a cherché des succursales, on n'a pas trouvé. On a cherché des franchisés, ils avaient envie, mais ils n'avaient pas les moyens. Donc ce qu'on a fait, nous, on a dérisqué le projet. Le groupe Seban a pris en exploitation le King Jouet de Toulon. Mon siège est à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est une ville qui est magnifique, dans laquelle il n'y a pas vraiment de besoins fondamentaux. C'est-à-dire que quand j'achète, peut-être Thierry, mais si j'ai beaucoup de locaux sur Aix-en-Provence, le choix est multiple et c'est un peu simple. Sur des villes dont on parle Action Cœur de Ville, pour dérisquer, nous avons pris une grosse locomotive de 800 mètres carrés en exploitation. J'ai investi seul pour faire ça, parce que j'y croyais. J'ai aussi investi dans une autre franchise, de prêt-à-porter, parce que l'ambition de monsieur le maire, c'était de mettre du jouet et de faire une rue moyen haut de gamme. Et après, sur 8 ou 10 cellules de la rue, en ayant signé 2 en exploitation, j'ai fait venir une copine qui a une très belle marque, et après, on n'avait plus que 5 lots à louer. Et quand on prend et qu'on va voir les enseignes et qu'on leur dit « Regardez, Toulon qui est une très belle ville, voilà le renouveau du centre-ville, il y a ces enseignes qui viennent, et bien elles viennent. » Donc encore une fois, la maîtrise foncière c'est important, mais la dynamique est dérisquée, parce que faire venir, tout le monde rêve de faire venir des enseignes ou des concepts, des choses un peu originales, on en rêve tous, mais à chaque fois on se heurte au risque qui est l'entrepreneuriat en France, d'être suivi. Et c'est vrai que nous, on a la chance d'être très bien accompagnés par la Banque des Territoires, également notre partenaire qui est la CECAS, qui est la Caisse d'épargne, sur la maîtrise foncière, la Banque populaire. Donc cette synergie de tous fait qu'on peut créer rapidement et changer les villes. Mais pour ça, il faut dérisquer les projets. Et c'est un effet d'entraînement. Ce que je souhaite à monsieur le maire, c'est d'arriver à 3-4% de vacances. Mais c'est vrai que la vacance entraîne la vacance, et la résorption de la vacance, quand les enseignes arrivent, quand les concepts arrivent, parce qu'il n'y a pas que les enseignes, au fur et à mesure, ça peut se développer. Alors, la réduction du taux de vacances, ça va aussi... il faut du stationnement pour que les gens puissent venir dans le centre flâner. Du coup, monsieur Colombero, la SPL Manosque Val-de-Durance travaille sur le parking en silo de Manosque. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Oui, d'abord, le parking en lui-même, c'est un ouvrage assez classique. On est en train de souhaiter de tripler la surface d'un parking qui existe aujourd'hui en faisant un parking silo qui a aujourd'hui 60 places et le faire passer globalement à 180 places. Alors on aura évidemment tous les petits cailloux dans la chaussure des chantiers et des opérations, mais c'est une opération très classique. Ce qui est plus intéressant, c'est la finalité de ce parking. Pourquoi ce parking-là par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Monsieur le maire le disait tout à l'heure, le centre-ville, 2000 habitants sur 23 000, c'est relativement peu en nombre d'habitants, mais par contre, il y a une fréquentation qui est très très importante de plusieurs dizaines de milliers de personnes, évidemment. Donc, le centre-ville on doit au centre-ville une attention toute particulière. On pourrait dire que le centre-ville, c'est un concentré de tout ce qui symbolise la ville. Alors, on essaye là-dedans de mettre en place un certain nombre de choses qui sont parfois antinomiques. On essaye de faire en sorte que le commerce fonctionne, on essaye de faire en sorte que des familles reviennent, on essaie de faire en sorte que les gens puissent accéder facilement, mais dans le même temps, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de nuisance. Le parking est intéressant justement en termes de mobilité.
selon le vieil adage du commerçant, hein, no parking, no business, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une place de parking devant le commerce. Ça veut dire qu'on a suffisamment travaillé à la fois sur le parking, sur les mobilités, pour que les gens puissent accéder au centre-ville dans de très bonnes conditions. Je ne reviens pas sur la sécurité, la propreté, qui sont des éléments fondamentaux. Et notre parking, finalement, c'est... Monsieur parlait de la boîte à outils tout à l'heure, ça n'est qu'un outil de réussite de la reprise du centre-ville et de la requalification de ces centres et de la commercialité. Un tout petit point aussi sur la commercialité, on a aussi une attention toute particulière à éviter à la fois les tendances spéculatives, mais aussi l'uniformisation des commerces. Donc le commerce de proximité dans les centres-villes est un élément très important. Tu le disais tout à l'heure, Michael, c'est vraiment des choses qui sont un peu le garant de l'absence de vacances. Du coup, on va faire un petit focus sur Aix-en-Provence. La CEMEPA intervient depuis de nombreuses années sur le centre-ville d'Aix-en-Provence. Ce dernier est connu pour son attractivité. Au-delà du caractère historique et patrimonial de ce cœur de ville, quels sont ses points forts? Le parking, la piétonisation, les transports alternatifs? En fait, selon votre expertise. Vous avez parfaitement répondu à la question que vous avez posée. En fait, oui, c'est au moins tout ça. On a une mission depuis plus de 25 ans sur le centre-ville d'Aix. Effectivement, tu disais tout à l'heure, Michael, c'est peut-être plus facile qu'ailleurs parce qu'il y a une attractivité plus importante, très probablement. Il n'empêche qu'il y a eu un gros travail de fait par les maires successifs et notamment les derniers sur la requalification de l'espace public. Et il nous a été confié une mission assez généraliste, à la fois sur la requalification des espaces publics, à la fois sur la veille foncière pour les îlots dégradés. On a réhabilité et remis sur le marché plus de 5000 logements à Aix. Donc ça, c'est important. On a aussi travaillé énormément sur la commercialité. On travaille beaucoup là-dessus. Par contre, on peut avoir aussi des difficultés de temps en temps à la cohabitation entre justement le logement et l'attractivité commerciale. On a tendance à dire que Aix est une espèce de centre commercial à ciel ouvert. C'est vrai, mais ça ne va pas sans poser de difficultés. Certaines familles ont quitté le centre-ville parce que ça n'était plus supportable pour elles. Donc on a aussi cet équilibre-là à trouver. En termes de stationnement, oui, la politique de stationnement de la ville d'Aix a été très importante puisque quasiment tous les parkings sont à moins de 10 minutes à pied du centre-ville. Mes collègues métropolitains, dans des périodes de diagnostic, me demandaient quels étaient les parkings les plus rentables à Aix. Je dis, ou les plus pleins à Aix. Je dis, ben, tous. Tous. Moins de 10 minutes. On a un ticket moyen qui est à peu près le même dans tous les parcs d'Aix. On n'a pas de parking vide, on n'a pas de parking qui sont hyper remplis et d'autres vides, pas du tout. Au contraire. Donc ça, c'est un élément important de la politique de stationnement et de désengorgement, évidemment, de la circulation sur Aix. Et puis, il y a un autre élément sur les transports alternatifs qui a été très intéressant sur Aix, c'est la Diabline, oui. Qui est donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est un petit transport électrique quasiment à la demande, j'allais dire, et qui permet d'aller sillonner les rues piétonnes et de pouvoir amener les gens d'un point à un autre, notamment pour les commerces, etc. C'est un élément que je considère comme majeur dans la restructuration du centre-ville et dans sa commercialité. Pour compléter, il y a en plus de tout ça, les parkings sont efficaces, mais la mairie a pris en charge, on le voit, une animation, et c'est ce que vous disiez aussi, c'est une animation du centre-ville. Sur le cours Mirabeau, sur les places, il y a les marchés, ça c'est plutôt classique, on le voit dans beaucoup de villes, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que l'été, à peu près tous les soirs, il y avait des animations. Là, sur la place des Prêcheurs, il y a eu plein d'animations, il y a une vie qu'on ne trouve qu'en centre-ville, et c'est la beauté des centres-villes. Les centres-villes ont leur place, parce que justement, on mange, on sort, et la ville d'Aix-en-Provence, pour le coup, est assez remarquable sur cette animation de la ville, gratuite. C'est des choses qui sont disponibles pour tous les habitants, et les parkings fonctionnent assez bien avec toute cette orientation autour des boulevards. Donc j'insiste bien sur l'animation des villes, et c'est vrai que c'est tout ça, c'est les volontés des maires d'assurer les fondamentaux et également cette animation. Il n'y a que comme ça que le commerce et des acteurs après privés peuvent prendre le relais et vraiment rendre toute sa superbe ville. Et il y a un dernier élément sur la commercialité, c'est ce qu'on appelle le dernier kilomètre. La livraison du dernier kilomètre. Depuis longtemps, la ville d'Aix s'est penchée sur le sujet, avait trouvé un certain nombre de solutions et puis
Malheureusement, ça s'est révélé moins faste qu'on attendait. Aujourd'hui, on est en train de lancer un dispositif en accord avec la ville d'Aix et de la métropole sur la livraison du dernier kilomètre qu'on appelle la cyclo-logistique. C'est-à-dire du vélo cargo électrique. Alors on a fait un choix. On n'a pas voulu alimenter tous les majors du e-commerce qui d'ailleurs sont tous venus nous voir pour nous dire on a besoin d'avoir tant de places de parking pour faire notre livraison. On a fait le choix d'une scope. Donc on n'était pas dans l'ubérisation et au contraire on voulait que chaque employé qui est lui-même actionnaire de sa scope puisse être réellement de la proximité. Et donc on est en train de lancer sur un de nos parcs emblématiques qui est le parking Carnot un espace pour la cyclomobilité, la livraison du dernier kilomètre avec eux. Alors évidemment tu parlais tout à l'heure de dérisquer les opérations, nous on va faire un peu la même chose avec eux. On va les aider à faire ce démarrage. Évidemment, dans notre parc, on va faire tous les aménagements et moyennant un loyer très symbolique, ils auront la possibilité de démarrer, et ça va démarrer dans les semaines qui viennent. Rapidement, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner sur Manosque, par exemple? La Diabline? Oui, la Diabline. On est déjà en train de travailler avec les équipes. Ou en tout cas, la création d'une cyclo-logistique qui serait potentiellement... Je pense que très clairement, c'est un dispositif qui ne s'adaptera pas à l'instant T sur des villes de 20 à 40 000 habitants, parce qu'on arrive encore à livrer de manière raisonnée et raisonnable, à la condition de mettre des règles bien distinctes. C'est pour ça qu'au mois de décembre, sur la ville de Manosque, nous allons valider le principe de stationnement en livraison, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu un bordel ambiant, et que le bordel ambiant est toujours néfaste pour tous ceux qui ne se font pas livrer, notamment les piétons. Après, la question du parking, elle est supra-importante dans le développement d'une ville, à la fois pour les résidents, parce qu'on ne peut pas mettre un parking par logement dans un centre ancien, donc il faut que les résidents puissent bénéficier de places, mais aussi pour les consommateurs et les clients ponctuels. Et c'est là où il faut, je crois, dissocier celui qui veut venir flâner toute une après-midi et qui va devoir accepter, et ça c'est un vrai message à faire passer, de dire vous allez marcher 5 minutes pour atterrir dans notre centre-ville, parce que vous avez le temps au final. Deux clients qui vont être dans l'instantané. Celui qui va aller déposer son téléphone à son réparateur téléphonique, celui qui va aller acheter sa pièce du boucher ou sa baguette de pain. Qui ceux-là, eux, n'ont pas le temps, ils sont là, ils viennent, ils prennent, ils repartent, et ça dure 10 minutes. C'est là où il faut que les villes, on arrive à faire cette transition en termes de stationnement. Mais moi, à la fin de mon mandat, je serais fier de dire qu'on est passé de 700 places environ à 1000 places, 2 ou 3 heures gratuites. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de villes dans la région et en France qui auront 1000 places à proximité immédiate, c'est-à-dire nous, même pas 10 minutes, mais 5 minutes du centre ancien, avec un maillage important aux 4 coins de la vieille ville et du centre-ville de Manosque, qui permettent aux gens de venir, de poser leur voiture et d'avoir 3 heures gratuites. Et malgré cela, je termine Thierry, j'ai les chiffres du mois de septembre en termes de parking sur la ville de Manosque, mes recettes, donc mon activité parking, sont en hausse de 12%, alors même que je suis passé à 3 heures gratuites. Preuve en est que, même si on a une politique, on va dire, de donation, entre guillemets, sur le parking, ben on arrive quand même à avoir des recettes fiscales qui nous permettent d'équilibrer nos bilans, parce qu'à un moment, on ne peut pas faire du gratis à chaque fois, mais c'est surtout de faire venir du monde dans nos centres-villes, et c'est là l'objectif. Et la réglementation du stationnement est essentielle si on veut que le stationnement fonctionne. Pour le retenir. Je me tourne vers vous, Monsieur Makowski. Pour Grand Delta Habitat a signé avec la Banque des Territoires lors du Congrès national du mouvement HLM un protocole d'accord pour créer une foncière commerce. Ce n'est pas votre cœur de métier, on va dire. Votre cœur de métier, c'est le logement. Alors pourquoi vous intéressez-vous en particulier au développement du commerce en rez-de-chaussée? Tout à fait. Donc notre président, Michel Gontard, a eu le grand plaisir de signer avec Alex Siroux qu'effectivement ce protocole d'accord qui vise à développer une foncière commerce d'ici la fin de l'année. L'idée, effectivement, le constat qu'on fait dans les centres anciens, souvent les commerces ont élargi les vitrines pour pouvoir séduire le client et attirer, souvent au détriment des entrées qui desservent les étages supérieurs. Ce qui fait qu'on a des commerces en rez-de-chaussée qui des fois ne fonctionnent même plus, mais les logements au-dessus ont été condamnés et servent souvent de débarras, ne sont plus accessibles pour pouvoir avoir une commercialisation. Donc cette idée, c'est de pouvoir effectivement maîtriser, alors si on ne fonctionne qu'à l'immeuble, c'est compliqué, il faut pouvoir maîtriser l'immeuble attenant pour recomposer
imposée complètement. Voilà, c'est un des buts concrets d'une foncière, c'est que le bailleur qui va travailler sur les logements au-dessus gère aussi les commerces, puisse offrir et intervenir sur le commerce en rez-de-chaussée, avec une volonté. Alors désormais, c'est vrai qu'on Grand Delta, 22 000 logements, 70 logements gérés en direct. On vend aussi des logements régulièrement. À Fontaine-de-Vaucluse pour l'Office du tourisme notamment et des commerces attenants. On va faire une dation sur l'île aux moutons qu'on évoquait tout à l'heure à Carpentras, où on cède à la commune de l'espace commercial en pied d'immeuble. Voilà, donc il y a différentes façons d'intervenir pour un bailleur, mais effectivement la foncière est là pour amplifier. Je crois que c'est une des premières, M. Roux pourra nous le dire, en partenariat avec un bailleur social sur la région. D'autres existent avec des SPL ou autres, mais avec un bailleur qui intervient aussi sur l'habitat, il y a un côté un peu novateur. Concrètement, comment elle va fonctionner en fait cette foncière? Et Alors, sur quelle commune? Peut-être que M. Roux sera plus à même de le développer. Sur les communes, le périmètre initial, on souhaite pouvoir dans un premier temps intervenir sur les communes Action Cœur de Ville du Vaucluse, Cavaillon, Carpentras, pour pouvoir effectivement, effectivement les municipalités ont fait tout un travail. Et effectivement, comme Monsieur le maire le sollicite, je pense que notre président a à cœur de pouvoir répondre à ces sollicitations. Donc Manosque aussi, effectivement. On a aussi l'île sur la Sorgue qui nous a sollicité, Salon de Provence. Voilà, on a la frontière du Vaucluse, ça marche. Donc effectivement, on n'est pas très loin de nos bases et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir intervenir sur les cœurs de ville, peut-être les petites villes de demain aussi dans un second temps, pour pouvoir mobiliser aussi les moyens financiers d'Action Logement. On évoquait sur Carpentras, on était dans ce cas d'un PNRQAD, Plan National de Requalification des quartiers anciens dégradés, qui avait été signé en 2011 par le ministre du Logement, Benoît Paru, qui était venu sur place et qui avait permis de générer des moyens complémentaires. Mais on a fait la visite avec les équipes de la préfecture, du conseil départemental de Vaucluse il y a une semaine, pour visiter cet îlot de 35 logements avec commerce en plein cœur de Carpentras, qui fonctionne, qui revit, qui refait battre le cœur de Carpentras aussi pour partie, avec cette belle réalisation qui désormais fonctionne. Mais on a besoin effectivement de partenaires pour généraliser et arriver, et la Banque des Territoires est le partenaire idéal pour ce type de fonctionnement. Et ces villes-là ont déjà produit des études de commercialité très poussées avec des axes de développement précis. C'est important pour un bailleur d'intervenir, on l'évoquait tout à l'heure, si on arrive tout seul avec nos petits moyens, qui ne sont pas si misérables, mais si on arrive tout seul à intervenir, on ne fonctionne pas, c'est uniquement un partenariat et le rôle du maire effectivement est primordial. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup sur le fonctionnement de cette foncière, M. Roux? Alors peut-être un mot avant d'arriver au cas particulier de cette foncière-là sur la stratégie de la Banque des Territoires de manière générale à l'égard des foncières. Il y a un objectif de création d'une centaine de foncières au niveau national dans des villes, cœur de ville principalement, pas seulement mais principalement. Pourquoi? Parce que c'était considéré comme un angle mort des politiques de développement urbain qu'on accompagnait. Ça ne faisait pas partie de nos savoir-faire en fait, et ça faisait partie des savoir-faire de pas grand monde en réalité. On savait traiter des questions d'habitat, on savait traiter des questions d'espace public. En revanche, la vacance commerciale, c'est difficile. Beaucoup de maires s'y sont attaqués avec plein d'idées originales, des boutiques à temps partiel, à laisser, des choses comme ça. Mais l'enjeu, c'est de réussir à le faire de manière un peu industrielle, entre guillemets, ou à grande échelle. Dans une ville où vous avez 25% de vacances commerciales, il faut se donner les moyens de le faire. Et puis de le faire dans la durée et avec une vision claire de ce que devait être la régulation. Parce qu'en fait, on est arrivé dans cette situation parce qu'on a laissé faire le marché. Le marché, il a consisté en quoi? Il a consisté à laisser faire, en dépit de la régulation de l'installation des surfaces commerciales, on a laissé s'installer des centres commerciaux en dehors des cœurs de ville. Donc, pour pouvoir lutter contre la vacance commerciale, qui est un sujet vraiment difficile sur lequel on s'est longtemps cassé les dents, il faut avoir des outils qui sont ambitieux, qui ont les moyens, avec des investisseurs avisés de long terme d'intérêt général. Qui répond à ces critères? La Banque des Territoires. Donc on s'est lancé dans ce programme de constitution de foncières de redynamisation commerciale, mais beaucoup d'humilité, parce que c'est un peu comme les copropriétés dégradées dans le secteur de l'habitat. La vacance commerciale dans l'économie, c'est vraiment difficile à traiter. Donc on a lancé partout sur le territoire des expériences
lancer des foncières. Aujourd'hui, on n'a pas encore le recul suffisant pour identifier tous les facteurs de succès. On se doute à peu près de ce que c'est, hein, la complémentarité avec le stationnement, la propreté, la sécurité, on en a parlé, mais aussi une grosse capacité d'investissement, la capacité de maîtrise d'ouvrage, parce qu'il faut faire des travaux. Les travaux dans l'ancien, il y a des aléas, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Donc il faut juxtaposer toute une série de savoir-faire. Et ces savoir-faire, on essaye de les juxtaposer dans la structure elle-même, en fait. Mais ça renvoie à des modèles de foncières qui peuvent être très différents. À Toulon, on est avec un aménageur et avec un commercialisateur. Donc on a agrégé des savoir-faire différents. Mais parce que ça correspond bien au modèle de Toulon, peut-être demain au modèle d'Aix-en-Provence, mais en tout cas, à Toulon, ça a vraiment fait ses preuves. Ailleurs, on a d'autres enjeux, d'autres acteurs, d'autres alliances à nouer, et on en arrive au lien avec GDH. L'intuition qui est à la base, c'est de dire on peut juxtaposer un financier et une COP HLM, parce qu'on va croiser la vision d'investisseur et le savoir-faire d'investisseur et de commercialisateur, mais on va aussi croiser ça avec une compétence de maître d'ouvrage, et donc capacité à mener des travaux, à réaliser des travaux, et puis capacité à traiter à la fois le commerce et le bâti, et avoir une vision complète du sujet. En fait, la grande difficulté à laquelle on est confronté quand on essaye de faire de la redynamisation urbaine, c'est de segmenter les sujets. Alors qu'en fait, et je pense que c'est une des leçons de l'après-midi du webinaire, c'est de montrer que tout ça est extrêmement imbriqué en fait. Et dans ce registre de l'imbrication, il y a vraiment l'idée que quand on traite le commerce, il faut aussi pouvoir traiter l'ensemble du bâti pour avoir un bâtiment qui est cohérent, de qualité, occupé, et qui va aussi, si vous avez de l'habitat qui n'est pas de l'habitat vacant sur une boutique, d'une manière ou d'une autre, vous remettez de la chalandise en fait. Comme dans les stations de ski, vous avez besoin de lits chauds pour faire fonctionner la remontée mécanique, et dans les cœurs de ville, vous avez besoin d'habitat de qualité pour avoir la population qui est là et la capacité d'achat, mais ça suppose de travailler de manière conjointe l'habitat et le commerce. Donc on aura beaucoup de modèles différents, dans plein de territoires différents, avec des acteurs différents, pour traiter un sujet qui était mal traité jusqu'à présent, qui est celui de la vacance commerciale, parce qu'il est difficile, et il était difficile parce qu'il allait complètement à rebours, ou en tout cas c'était la manifestation d'un autre modèle de développement urbain. Voilà, pendant très longtemps, on a laissé faire, et aujourd'hui on est dans une phase où on se dit il faut réguler. Pour réguler, il faut une volonté, j'y reviens toujours, la vision, la volonté d'un élu, mais il faut aussi des outils de régulation, des outils d'intervention, pour l'aménagement urbain ou pour le développement commercial. Les foncières, c'est un outil de plus à la main des élus locaux pour bâtir un projet qui doit être un projet cohérent, qui n'est pas segmenté, sujet par sujet, mais qui est un problème global auquel il faut apporter des réponses globales. Merci pour votre intervention à tous. Ça va être le moment des questions des internautes. Frédéric. Merci Hélène pour avoir animé cette table ronde. Alors, je rentre en plateau parce que pendant que vous échangiez, on a eu beaucoup de questions et beaucoup de réactions de nos internautes. Ils ont été posées sur le chat qui est animé par notre journaliste Laura. Alors peut-être première question, monsieur le maire, je me tourne vers vous. Le logement, on a bien compris que c'est quelque chose qui est très important, notamment pour vos concitoyens. Il y a plusieurs questions qui reviennent sur ça, justement. Une fois que le centre-ville aura été rénové, qu'une certaine nombre d'opérations ont été faites sur des rénovations de logements, comment faire pour maintenir ce logement à des prix abordables aussi? Il va y avoir un sujet de société. Monsieur Roux l'a précisé. Aujourd'hui, sur Manosque, les logements neufs, on est quasiment à 4 000 € le mètre carré. Il faut quand même imaginer qu'il y a 10 ans en arrière, on était à 2 200, 2 300 € le mètre carré à l'acquisition. Donc, il va clairement aussi falloir se positionner sur les générations futures. Typiquement, le maire que je suis est en incapacité aujourd'hui d'acheter dans du neuf. C'est impossible. À Manosque, c'est impossible. Il va falloir qu'on détende le marché. Pour cela, bien évidemment, on ne peut pas se dire entre nous, on va rénover le centre-ville, et tant qu'on n'a pas rénové le centre-ville, on ne construit pas. Ça serait une faute, une erreur fatale à faire dans le cadre d'un développement d'une ville. Par contre, il faut le maîtriser, ces logements neufs. C'est pour ça que nous, sur les 10 prochaines années, nous allons moins construire en volume que les 10 années précédentes. Par contre, nous allons reconquérir et surtout aller cibler les dents creuses. Là aussi, il y a un vrai sujet par rapport à l'artificialisation des sols, de se dire on rapproche les populations des centres-villes, parce que c'est plus simple d'aller consommer et d'utiliser un centre-ville et d'avoir moins de bouchons, M. Colombero en a parlé tout à l'heure, quand vous avez des personnes qui sont à proximité des centres d'affaires, de l'emploi, c'est-à-dire à 500 mètres, plutôt qu'à 2 ou 3 km. C'est une réalité. Donc oui, il faut détendre le marché. Après, il y a une réalité aujourd'hui sur la ville de Manosque, c'est que dans l'ancien, vous êtes à peu près à 1 000 € le mètre carré. Vous allez rénover, vous allez être aidé quasiment à 30% du coût de votre rénovation via l'OPARU.
la ville de Manosque a mis en place le chèque primo-accédant parce qu'on considère que oui, il faut des jeunes à Manosque, il faut aider les jeunes à rester à Manosque parce que jusqu'à présent, ils partaient. Donc on donne 5 000 € à tout Manosquin de moins de 40 ans qui est investi dans le centre-ville. Bon, ça, avec l'ensemble de ces outils-là, on peut espérer raisonnablement qu'au final, vous êtes à 40% d'aide sur un logement. On dit 1 000 € le mètre carré, vous ajoutez 1 500 € en travaux sur un logement classique en centre ancien, vous êtes à 2 500 € le mètre carré. Vous achetez 100 mètres carrés, vous êtes à 250 000 et vous allez bénéficier de 70 000 à 80 000 € d'aide. Ça commence à être bankable quand même pour celui qui va acheter. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler, le faire savoir aussi, parce que parfois c'est méconnu ces dispositifs-là, et il est vrai qu'on a 5 ans pour réussir à avoir des résultats opérants, parce que dès que certains vont habiter ces logements, ça va être le boule de neige, parce que le premier consommateur d'un centre-ville, c'est celui qui y réside. Autre question toujours sur le logement. Manosque est une ville touristique, dans une région touristique. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un phénomène Airbnb une fois que le centre-ville sera rénové? Alors, question que revenue plusieurs fois aussi. C'est un élément à prendre en compte. Comme tout à l'heure, on a parlé de la paupérisation, de la gentrification en effet miroir. Vous savez, quand on est à 30% de logements vacants, avant de gentrifier et avant d'être sur le phénomène Airbnb, il y a une grosse marge. Donc, faisons en sorte de réhabiliter, de refaire venir du monde. Et une fois qu'on sera à 5 ou 10% de logements vacants, je commencerai à me poser cette question sur le Airbnb et sur la gentrification. Autre question qui concerne l'inflation. Alors, les coûts de la construction sont en augmentation en ce moment. Ça peut bouleverser l'équilibre économique de certaines opérations. Est-ce que c'est le cas? Et éventuellement, comment vous réajustez les choses? Alors là, je pense qu'il faut plutôt en parler, je pense aux constructeurs bailleurs. Moi, ce que je peux vous dire, et j'en ai pas parlé tout à l'heure sur le volet logement, il y a un principe qui s'appelle la loi SRU, qui fait que les collectivités qui sont pas dans les bons chiffres pour les services de l'État en termes de logements sociaux sur leur commune, doivent payer soit des amendes, soit des retards. Nous, la ville de Manosque, on paie des retards, et ce fléchage de financement peut être donné vers les bailleurs sociaux qui construisent dans votre ville. Moi, le deal a été très simple avec Unicil et avec HHP. Ça a été de dire vos 2 prochains projets qui sont en train de sortir de terre en dehors de l'enveloppe urbaine, ok, je vous les signe, ok, je vous donne de l'argent, mais en contrepartie, vous me prenez des îlots. C'est ce qui est fait par Unicil et HHP. Ils viennent me prendre un îlot. Bien évidemment, c'est des opérations où l'équilibre économique est fragile, mais la loi SRU sert à ça aussi. Et je ne suis pas ce genre de maire qui vont se plaindre toujours de cette loi SRU. Moi, je considère qu'à un moment, il faut faire du logement social, il faut faire des logements, et que s'il n'y a pas le bâton derrière par l'État, personne ne fait. Donc à un moment, il faut faire. Donc faisons. Peut-être même question à M. Roux, vous êtes aussi un banquier. Est-ce que justement, vous avez des retours de collectivités ou d'autres partenaires qui vous parlent justement de ce problème de coût qui augmente? C'est un problème qu'on rencontre de manière très aiguë et depuis quelques mois et depuis le début de l'épidémie Covid en fait. Mais j'allais dire qu'elle se présente quand même d'une manière différente pour la rénovation et pour le neuf. C'est-à-dire quand vous faites de la rénovation, le facteur de coût qui est vraiment déterminant, c'est le coût de main-d'œuvre. Parce que ça vous prend du temps, ça vous prend du savoir-faire. C'est plus compliqué que de faire couler du béton. Donc la question se pose quand même un peu différemment. Elle est moins impactée par l'évolution du coût des intrants. Après, c'est probable, la question se pose différemment pour des maîtres d'ouvrage qui sont soumis aux règles de la commande publique et pour des opérateurs privés. Et au bout du bout, la réalité, c'est que c'est une affaire qui se règle entre le maître d'ouvrage et ses entreprises. C'est-à-dire un maître d'ouvrage, que ce soit un organisme HLM ou un promoteur, il a l'habitude de travailler, enfin le bon maître d'ouvrage, il a l'habitude de travailler avec des entreprises avec lesquelles il est dans un partenariat de longue durée. Et donc chacun sait faire la part sait donner de la valeur à ce partenariat et chacun fait des efforts en réalité. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de réponse générale, c'est vraiment une affaire de cas par cas et de dossier par dossier. C'est une question pour Monsieur le maire aussi. On est dans un centre-ville historique. Quelles sont les relations avec l'architecte des bâtiments de France? Et alors, il y avait plusieurs questions sur l'ombrière de la place du terreau. Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus, sur cette ombrière? L'ombrière de la place du terreau a été validée, et j'ai presque envie de dire, a été dessinée avec l'architecte des bâtiments de France. Là aussi, moi, je n'ai pas envie de faire de mauvais procès. À l'ABF, il est dans son rôle, et il faut que les élus et les maîtres d'ouvrage et les constructeurs s'habituent à travailler avec les ABF. Après, je le dis par contre aussi, pour équilibrer mon propos, il va falloir forcément à un moment que la législation et le législateur prennent en compte le changement climatique.
Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, il est très difficile de faire de l'isolation thermique par l'extérieur dans les centres historiques. Alors même qu'on sait que l'isolation thermique par l'intérieur enlève des mètres carrés et est à rebours de tout ce que l'on s'est dit tout à l'heure. Donc il va falloir que la loi s'aménage. Alors, je n'ai pas la réponse, clairement, je suis maire, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur, mais il va falloir qu'il y ait ce travail au niveau local et au niveau national pour faire en sorte que les lois, si on vote une loi, une nouvelle loi, il va falloir qu'une ancienne s'enlève pour pouvoir que celle-ci soit efficace. C'est le cas notamment aussi sur les terrasses où vous n'avez plus le droit de chauffer si elles ne sont pas hermétiques. Je crois qu'à Aix-en-Provence, il y a un certain nombre de terrasses qui sont chauffées et qui étaient chauffées jusqu'à présent et qui n'ont plus le droit de le faire. C'est plein de sujets, mais moi je trouve ça passionnant parce que c'est beaucoup plus difficile de reconstruire un centre-ville que de construire in extenso. Mais par contre, qu'est-ce que c'est passionnant? Parce qu'on se fait plaisir. L'architecte des bâtiments de France, il n'est pas là pour, entre guillemets, nous faire chier tout le temps. Il est là aussi pour nous conduire vers la bonne direction. À nous de travailler avec intelligence. Alors, on est dans le centre-ville, on a parlé tout à l'heure de commerce. Hein. Apparemment, les Manosquins sont assez attachés à leur commerce. On a eu des questions sur Camaïeu, qui a fermé. C'est une actualité nationale. Hein. La ville n'y est pour rien. Est-ce qu'il y a une réflexion par rapport à cet emplacement pour faire venir un autre commerce? En le disant, c'est mieux. La ville n'est pas responsable de cette fermeture et ce n'est pas la dynamique locale puisque le magasin marchait bien. C'est le niveau national qui fait que forcément on est un peu embêté sur le sujet. J'ai bon espoir que d'ici janvier, un repreneur vestimentaire s'installe sur cet emplacement-là. Mais là aussi, je pourrais être sur la facilité et dire que une chaîne de nourriture s'installe dans ce magasin-là. C'est pas ce que l'on veut. C'est pour ça qu'on va prendre le temps et il ne faut pas se précipiter sur ces choix-là. Peut-être une dernière question, puis après on en viendra à la conclusion. On a bien compris, vous voulez refaire venir des habitants dans le centre-ville, vous voulez refaire venir sur de l'activité économique, des commerces, mais aussi de l'activité tertiaire. Ça veut dire que ça va forcément engendrer des déplacements, des flux de population. Qu'en est-il le centre-ville, vous avez d'autres quartiers autour, qu'en est-il de la projet de politique de déplacement, transport en commun? Vous avez parlé tout à l'heure un peu de pistes cyclables. Comment on relie encore mieux ce cœur de ville, on a parlé un peu tout à l'heure de l'histoire d'Adirville, comment on relie encore mieux ce cœur de ville aux autres quartiers de Manosque et aux zones économiques? On a eu des questions là-dessus aussi. Premier élément, nous sommes en train de construire, les Manosquins le voient, une piste cyclable qui va du cœur de ville jusqu'à la zone d'activité et jusqu'à la gare SNCF. C'est un premier élément. Il faut quand même se dire, et il faut être cohérent aussi dans nos propos, cœur de ville de Manosque, zone Saint-Joseph, 1 km 2. Est-ce que c'est raisonnable de dire que les 10 000 Manosquins qui habitent au-dessus du cœur de ville, c'est-à-dire dans les collines et dans le cœur de ville, soient obligés de prendre la voiture pour aller travailler? Moi, je considère que non. Il faut créer l'alternative. L'alternative, c'est évidemment les transports en commun, mais c'est aussi le vélo, la trottinette et le mode doux à travers notamment le déplacement piéton, qui sera d'autant plus facile s'il y a des coulées vertes, des promenades vertes qui permettent d'aller à un point A à un point B. Le tout voiture, c'est terminé. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit supprimer l'accès en voiture dans les villes, mais c'est plutôt de se dire, j'arrive en voiture à Manosque, où je vais dans Manosque? Cette question ne doit plus se poser. La question, c'est de se dire, dans quel parking je vais aller me garer? Quel fléchage, quand j'arrive côté Volks, je vais dans quel parking à Manosque? Quelle est la facilité? Aujourd'hui, on ne se garera plus devant son commerce. M. Colombero l'a dit. Mais ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être en confrontation avec les commerçants que de le dire aujourd'hui. C'est une mutation, une transition, parce que la ville de Manosque, il y a 15 ans, 20 ans, c'était 15 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 22 000, mais plus que ça, c'est 50 000 personnes qui habitent à 10 km de Manosque et qui viennent chaque jour. Donc si chacun prend sa bagnole pour faire 1 km, on aura des bouchons, on aura la pollution et on aura cette impatience française qui est de dire que dès qu'on est 2 minutes en arrêt, on a fait 30 minutes de bouchon. C'est cela qu'il faut rectifier, améliorer, et ça passe forcément par les transports en commun et la mobilité douce. Alors avant de passer la parole à M. Roux pour la conclusion de ce webinaire, vous aviez la parole, M. le maire. Je crois que cette semaine, il y a le préfet national coordinateur aux opérations cœur de ville qui vient faire une visite au centre-ville de Manosque. Peut-être un mot là-dessus, et peut-être terminer sur un mot sur ce cœur de ville de Manosque. Peut-être un petit mot sur une actualité ou quelque chose qui vous tient à cœur, une actualité qui arrive dans les prochains jours. Puisqu'on est à Manosque, on est en cœur de vie, il se passe des choses. Dehors, on voit la place,
Il va y avoir une manifestation tout à l'heure. Oui, alors, c'est les animations traditionnelles que l'on a sur Manosque. On essaye qu'elles soient le plus riches et variées possible. Typiquement, on est passé de 150 000 € de budget animation à 500 000 en l'espace de 2 ans. C'est justement pour créer de l'attractivité, du dynamisme. Après, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le club TPBM, vous êtes les bienvenus en juin 2025, parce que ça correspondra à la fin de l'ensemble des livraisons, que ce soit sur le parc de Drouy, que ce soit sur le poumon vert de la place Lemoine, que ce soit sur la requalification Soubeyran-Giono, ou que ce soit encore la glacière et le nouveau parking. Donc venez dans 2 ans, la ville aura, je crois, radicalement changé, et on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc bien évidemment il faudra être patient, il faudra faire preuve un peu de tempérance. Je sais que ce mot n'est pas forcément à la mode en ce moment, où on est toujours dans l'instantanéité. Je crois qu'il faut faire preuve de tempérance, et ça ira. On sera là, puis on est là tout le temps en fait avec Hélène, qui est notre journaliste pour les Alpes de Haute-Provence, et on suit l'activité de Manosque comme celle des autres collectivités du département et de la région. Peut-être Monsieur Roux, un mot de conclusion. Pendant toute cet après-midi, on a vu qu'en fait, pour qu'un projet marche, il faut qu'il soit porté politiquement par un maire, pour développer un cœur de ville, le rénover. Il faut aussi des partenaires. Vous faites partie de ces partenaires. Peut-être un petit mot sur ça, sur ce travail d'équipe. En fait, la Banque des Territoires, c'est aussi, fait partie de l'équipe. Comment vous définiriez dans cette équipe qui est souvent portée par le projet du maire? Alors je dirais que nous, on est là pour fournir la boîte à outils. On en parlait tout à l'heure. Enfin, je parle de boîte à outils, c'est plutôt la camionnette d'artisan, parce qu'on a tellement d'outils à disposition dans les savoir-faire de la Banque des Territoires qu'on est vraiment à grande échelle. On est vraiment à disposition et en soutien d'une volonté locale. Si la volonté n'existe pas, si la vision n'est pas là, on voit bien, et on en a malheureusement des expériences, on voit bien que la ville ne prospérera pas. En revanche, là où les astres s'alignent, où on a à la fois la volonté, la vision, le projet, mais aussi un ensemble d'acteurs, c'est pas que la Banque des Territoires, je le disais tout à l'heure, c'est tout un écosystème, il faut des aménageurs, il faut des organismes HLM, il faut tout le tissu d'entreprise aussi qui rend ces opérations-là possibles. C'est vraiment un écosystème, un ensemble qui rend possible un projet. Mais je dirais que le dernier ingrédient, et c'est celui que la Banque des Territoires, parce qu'elle est Caisse des dépôts, est la mieux à même d'apporter, le principal ingrédient, ça reste le temps. Parce que c'est des opérations qui prennent du temps. On parlait de Toulon, les ambitions de Toulon, le projet de Toulon, ça n'a pas commencé il y a 2 ans, c'est des projets de longue haleine. Ici, vous avez aussi une antériorité, il y a eu des projets sur le temps long, d'autres villes ailleurs. Je me souviens avoir discuté avec le maire de Sisteron qui disait « moi ça fait 25 ans que je fais du renouvellement urbain, personne n'en parlait, mais moi je le faisais ». Et donc l'ingrédient qu'on est en capacité d'apporter, c'est le temps long, l'intérêt général, la patience, parce que ces opérations-là s'inscrivent dans le temps. Et peut-être pour conclure l'après-midi, je voudrais dire un mot de ce qu'on attend du plan ACV 2, parce qu'en fait on a beaucoup parlé d'ACV 1 cet après-midi, mais il y aura aussi vraisemblablement un plan ACV 2, on attend des annonces de la Première ministre, on sait qu'il y aura des thématiques qui étaient peu explorées dans ACV 1 et qui le seront maintenant, je pense aux entrées de ville par exemple, ou au pourtour des gares, qui rentreront dans le périmètre. Il y a des thématiques qui vont émerger, comme la sobriété foncière, comme l'adaptation au changement climatique, qui sont des sujets qui étaient encore un peu sous-jacents dans la CV1 et qui vont monter en puissance dans la CV2. Et je trouve ça assez satisfaisant de se dire que sur des opérations de transformation urbaine, on sait se laisser le temps. On sait laisser le temps aux acteurs de trouver ensemble la bonne façon de faire émerger des projets qui serviront in fine l'objectif de qualité de vie dans une ville, dans un pays neutre en carbone en 2050, parce que ça doit rester notre driver essentiel. Monsieur Roux, ça sera le mot de cette conclusion. Je voulais remercier la Banque des Territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est le partenaire de ce club TPBM, qui existe depuis plusieurs années, parce que nous sommes allés à Toulon il y a 2 ans pour parler du cœur de ville de Toulon aussi. Aujourd'hui, on est à Manosque, on reviendra certainement à Manosque, puis dans d'autres communes, il y a tellement de thématiques à créer. Juste encore un dernier mot pour vous dire que ces échanges, vous pourrez les retrouver sur notre site internet en replay, et vous pourrez retrouver un compte-rendu complet aussi de ces échanges dans le journal TPBM dans 15 jours. Je vous remercie, monsieur le maire de Manosque, de nous avoir accueillis en salle du conseil municipal, en cœur de ville de Manosque. On va rester encore un petit moment à Manosque parce qu'il se passe des choses dehors. Je voulais remercier aussi tous nos intervenants qui sont sur ce plateau, mais qui sont intervenus sur les autres plateaux, qui sont toujours là dans le public. Merci à tout le monde, et puis écoutez, bonne fin de journée, et merci à vous. Merci.